50 ans de hip-hop. 50 ans, 50 ans, 50 ans. Ah là là, ça fait 50 ans que cette musique rythme notre quotidien. Ça fait 50 ans qu'il est là. Comme toute musique qui a été créée par des négros. Toujours insulté, vilipendé, négligé, puis accepté. Et maintenant, comme d'habitude, utilisé par une machine comment dire, une industrie à prédominance blanche qui s'enrichit au-dessus. Bon, c'est l'histoire du jazz, c'est l'histoire du rock, c'est l'histoire de la musique noire. Mais le hip-hop, vraiment, fête ses 50 ans. Et pour moi, la 50e année, j'ai décidé un peu de me... Puisque c'est un peu les 50 ans, j'ai décidé de me dire aujourd'hui, je vais essayer de faire mon classement. Je crois que je l'ai fait il y a quelques années, on va dire il y a 10 ans que j'ai fait ce classement de mes artistes hip-hop les plus marquants. Je fais mon top 10. J'ai un top 50, mais je vais faire juste un top 10. On va s'arrêter juste au top 10. Que je vais essayer de détailler, qui est avant tout mon avis. Des 10 plus grands artistes de hip-hop US. On va se mettre seulement sur les hip-hop US parce que le hip-hop est large. Il y a le hip-hop français, il y a le hip-hop africain et autres. Mais je vais me concentrer sur les 10 plus grands artistes de hip-hop US qui m'ont, en tout cas, qui m'ont marqué, moi. Et faire un classement parce que je pense avoir un bon avis sur le sujet. Je pense que vous l'avez vu maintenant que j'ai une bonne culture musicale pour être humble. Et sur le hip-hop, je pense avoir pris le temps de suivre énormément déjà. Pas suivre un et je peux pas décortiquer la plupart des artistes hip-hop dont je vais vous présenter là sur le top 10. Top 10 qui va présenter pour moi ce que je considère comme les 10 plus grands artistes de hip-hop US de tous les temps. Bon, voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soit du chocolat chaud, soit une bouteille de vin, soit de trucs, vous vous posez et on va lancer le classement. Numéro 10. Giga Ho, Giga He, Mr. Hove, Jay-Z. Jay-Z, aussi surprenant que ça puisse paraître pour ceux qui ont vu ma vidéo, je mets quand même Jay-Z parmi les 10 plus grands artistes de hip-hop de tous les temps. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, et moi je suis le premier critique de cet individu dont je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais je sais donner les crédits aux gens quand ils le méritent. Je ne porte pas forcément Jay-Z dans mon cœur sur beaucoup de choses, sur beaucoup de ses pratiques, et c'est beaucoup de ce truc, il est le genre d'individu un peu que j'ai du mal un peu, j'ai du mal un peu avec j'ai beaucoup de mal avec les anciens nerds qui essaient d'avoir du succès pour combler un peu les insécurités un peu. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de gars-là. C'est parce que Jay-Z, il est un peu comme Drake un peu par rapport à ça. C'est des anciens nerds qui ont utilisé le fait d'avoir beaucoup de succès et d'argent pour masquer leurs énormes insécurités un peu qu'ils ont. C'est un peu ça que je vois chez des individus comme ça. Mais passons. Soit Jay-Z, on peut pas nier quand même la longévité de la carrière de ce mec. C'est sur 3 décennies. Elle va carrément sur 3 à 4 décennies. Elle est couronnée de succès sur beaucoup de trucs. La majeure partie de ses albums sont disques de platine maintenant. On peut pas nier ça, c'est fort. Et aussi, Jay-Z est un incroyable lyriciste. C'est pas... comment dire, c'est pas quelqu'un qui n'est pas fort lyricalement. La phrase qui sort dans Diamond for Sierra Leone, mais c'est iconique. I'm not the businessman, I'm the businessman. Non, ça là, je suis désolé. C'est un talent lyrical qu'on peut pas ne pas lui attribuer. Il a 3 albums que je considère qu'il vend toute sa discographie que je considère vraiment comme des classiques de l'histoire du hip-hop. Je pense à Renational Doubt, je pense à Blueprint et je pense à Black Album. Ces 444, c'est un peu toujours la même version. Je pense à c'est toujours Renational Doubt mais avec plus de maturité. Renational Doubt avec quelqu'un qui a 50 ans qui fait une réflexion sur sa vie maintenant en termes de succès. C'est un peu la suite de Renational Doubt un peu. Et si je fais un peu le parallèle un peu avec toute sa carrière et tout ce qui est, ces 3 albums là pour moi marquent vraiment, il a 3 classiques,
Même si tu regardes un peu Reasonable Doubt, Blueprint et Black Album et tout, quand il essaye toujours d'avoir comment on appelle ça, une sorte de résurrection un peu artistique, il essaie toujours de partir vers son soul. C'est pas comme s'il est quelqu'un de trop dans l'expérimentation. Il y a beaucoup d'albums médiocres quand même qu'il a quand même sorti. Je pense à Blueprint 2, je pense à Blueprint 3, je pense à Mania Ole Carter qui est une bouse abominable, qui a mal vieilli, qui est une bouse abominable, jamais truc. Mais Jay-Z, c'est quelqu'un aussi qui a réalisé des albums géniaux comme Reasonable Doubt. Reasonable Doubt, c'est assimilable à un film, c'est du mafioso rap, même s'il est très calqué dans sa manière, dans sa structure un peu Ready. Il est très calqué sur Live After Death de Notorious Big, non, sur Ready to Die de Notorious Big, et surtout par rapport à le fait, comme je vous avais expliqué sur le sujet que je faisais sur Jay-Z, sur la manière dont il avait changé justement son phrasé par rapport à Nas. Il a beaucoup regardé Nas, son premier album, comment on appelle encore ça, Illumatic, parce qu'il était un fan de Nas, avant que Nas le chicote comme pas possible. Avant que Nas le chicote comme pas possible, parce que Nas l'a chicoté sur Heater. Et voilà, c'est une légende, sans réelle identité, très creuse, intelligent en termes de marketing et de business hors hip-hop. On peut pas ne pas citer son nom dans le top 10. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur le sujet que j'ai fait sur lui, c'est quand même un nom qu'on doit quand même mettre au moins dans le top 10 de l'histoire du hip-hop. Numéro 9. On va mettre maintenant, ce sera le tour de POS. Je vois déjà les gens écarquiller les yeux en disant mais de qui tu parles, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu es en train de nous mettre là, bla 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 bla. Oh, Jean-Jacques a commencé ses délits de hipster, bla 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 bla. C'est mon classement, je fais ce que je veux. POS, plus connu sous le nom de Stéphane Alexander, pour moi il est celui qui a le mieux combiné deux des genres musicaux que je kiffe, le hip-hop et la musique punk, rock, presque même metal. Le seul qui a su le convenir, le faire. Avec son album qui est pour moi un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, Never Better, il a réussi à combiner un peu ces deux-là parce que c'est quelqu'un qui vient un peu du milieu punk de Minnesota, avec son collectif Doomtree qui est musicien, il joue de la basse, il joue de la guitare, toutes ces productions que vous entendez dans la musique qu'il fait, c'est lui qui le fait. Et Never Better, c'est le seul album dans l'histoire vraiment de ce genre musical là, qui a su combiner vraiment l'esprit hip-hop et l'esprit punk. Et comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, la musique punk et la musique hip-hop, le fond est le même. La forme est différente, mais le fond est le même. Je suis désolé, quand tu regardes les mecs de Black Flag d'Henry Rollins, ou tu regardes Public Enemy, ils dénoncent la même chose. Mais c'est seulement que c'est sur des points de vue différents. L'un, c'est sur des points de vue de gars qui ont grandi un peu dans un univers hip-hop ghetto à prédominance afro-américaine, Public Enemy. Et d'autres, c'est des gens qui gagnent un peu dans un prolétariat blanc. Mais ils ont toujours cette anti-opposition au système. Je suis désolé, c'est la même énergie, mais celui qui a réussi le mieux à combiner ces deux énergies-là, l'énergie boom bap hip-hop avec cette énergie très, comment dire, grunge, rock, truc, c'est POS. Never Better, c'est littéralement un testament de ces deux univers-là. C'est les seuls, je pense que c'est le seul à avoir réussi avec cet album à le faire. Il a toute une discographie encore qui me plaît, hein. Toute sa discographie m'a plu. Mais cet album-là qui est sorti en 2009, pour moi, il est le seul, c'est vraiment une œuvre d'art. Et c'est pour ça que je le place dans mon top 10 des plus grands artistes de hip-hop de tous les temps, même s'il n'est pas forcément connu par le grand public, même s'il est connu par un cercle de véritables initiés, je le mets quand même parce que pour moi, personnellement, son album Never Better m'a marqué. Donc POS, numéro 9. Number 8. On va continuer avec Slug.
Slug, encore des gens qui vont me demander de qui tu parles. Slug du duo Atmosphère. Slug est le premier MC emo de l'histoire du hip-hop. C'est-à-dire que vous voyez un peu le emo, là où vous voyez les pseudo-gars là chialer, là, le Juicy WRLD, même Kenny West hein, avec Hell Without Break, tous les chialeurs là qui chialent sur les disques là, dans le hip-hop là, tous ces gars là, Existentation et tout. Et ben même Drake, qui est aussi un peu l'un des pionniers de ça avec Kenny West. Ben avant tous ces mecs là, il y avait Slug. Parce que quand tu regardes un peu les albums comme God Loves Ugly ou d'autres albums qui sont faits dans l'immense discographie Atmosphère, Slug c'est le gars dans Atmosphère qui n'hésitait pas à parler de tous ces sujets là, emo, la dépression, rupture amoureuse, les trucs, mais quand lui il le faisait pas comme vous voyez les gars là fait, il le faisait en faisant des rimes, en étant véritable MC. Par exemple, il y a ce son là qui me marque haut et tout là-bas. C'est Trying to Find a Balance de Atmosphère. La manière dont lui il le fait, c'est-à-dire si c'était Drake qui l'autorise, il t'aurait fait Marvin Roux. C'est-à-dire il serait là, mais lui il te le fait, il rappe quand il le fait. Donc pour moi, Slug est le gars qui m'a marqué par rapport à ça. C'est le gars qui arrivait à te parler de thèmes vraiment de dépression, de trucs, mais en étant un MC génial. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les albums d'Atmosphère et que je considère encore parmi le groupe de hip-hop indépendant. Ils ont énormément de succès en indépendant. C'est l'un des groupes de hip-hop indépendant qui a le plus de succès. Donc moi, il m'a marqué aussi et c'est pour ça que je le mets à la 8e place. 7 de D.O.C. De D.O.C. De dire aussi s'il n'avait pas eu son grave accident de voiture qu'il a fait qu'il perde ses cordes vocales là. De dire aussi serait à la place de Snoop Dogg au Super Bowl qu'on a vu là dernièrement. De dire aussi qui était signé sur le label Ruthless Records, même un label de NWA qui faisait même partie même des ghostwriters de NWA. Et pour moi l'un des plus grands lyricistes de l'histoire du hip-hop. Que ça soit quand tu écoutes un album génial comme No One Can Do It Better, entièrement produit par Dr. Dre, qui avait eu énormément de succès, qui avait, je crois que les disques de platine cet album là à l'époque là. No One Can Do It Better est un album magnifique. Et le pire dans tout ça, c'est que vous voyez souvent quand Will Smith s'est vanté d'être un gars qui faisait du hip-hop sans faire d'injures, sans faire de trucs, la liste. Will Smith aimait souvent se vanter d'être le gars qui aime faire ça. Quand Will Smith le fait, il est corny. Il fait un peu le premier de la classe. Quand de D aussi, lui, il faisait ça. Il parlait des thèmes de la rue. Il parlait des thèmes des quartiers. Il parlait des trucs sans pour autant lancer une injure. Il le faisait sans lancer des injures. Allez écouter de Formula, allez écouter It's Funky Enough qui a été samplé quelques années après par Shine. Allez écouter tous ces morceaux-là. Tu dis aussi est un lyriciste qui arrivait à te parler des sujets parfois durs, parfois glauques, parfois drôles, mais en ne faisant jamais bitch, fuck, truc. C'est parce que souvent Will Smith il est venu me se monter, oui je suis le premier de la classe, regardez moi je suis le premier de la classe, je ne fais pas les insultes comme vous, en dénigrant même les rappeurs qui le faisaient, si je me souviens bien, il y a un moment, c'est pour ça que Will Smith m'agace beaucoup, souvent ce gars là, en dénigrant les rappeurs qui le faisaient, et de dire aussi faisait ce que Will Smith faisait, mais sans être corny du tout. De dire aussi c'est l'un des plus grands lyricistes là. Il a pendant longtemps après, même après qu'il a eu un peu la perte de ses pertes vocales, continué à écrire pour les albums de Dr. Dre, de Chronic 2001, il a été truc, c'est un des ghostwriters principaux de Dr. Dre depuis ces années là. Mais de dire aussi pour moi, s'il n'avait pas eu son accident là, c'est pas Snoop Dogg dont on parlerait, ce serait lui. Et j'aimerais quand même aussi le mettre dans le classement parce que c'est un des artistes hip-hop qui m'a le plus marqué. Et pour moi, je le mets 7e. 6. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar est le
plus grands artistes de hip-hop actuellement. C'est celui qui a la discographie la plus parfaite. C'est la discographie la parfaite. Il y a pas une fausse note dans la discographie. C'est celui qui a la discographie la plus parfaite. Pour moi, quelqu'un qui a une discographie du niveau de Kendrick Lamar aussi parfaite, c'est une autre artiste dont je vais citer après. Je pense que si vous doutez bien de qui je vais citer après, mais il a la discographie la plus parfaite, que ce soit avec Section 80, que ce soit avec Good Kid, Mad City, que ce soit avec To Pimp a Butterfly, son meilleur album, que ce soit avec Damn ou Mr. Moral, Big Stepper. Kendrick Lamar est le fabuleux étudiant du hip-hop qui a réussi vraiment à continuer l'héritage de ce genre musical là, dans la meilleure des formes. Il n'est pas forcément un lyriciste pur, c'est plus quelqu'un qui fait de la poésie, comment dire un peu, il est plus un peu poésie. En ça, il se rapproche même un peu de Tupac, parce que Tupac aussi, c'était pas un lyriciste en termes vernaculaires, mais c'était plus des poètes. Et donc quand il rappe plus comme des poètes. Il rappe comme des poètes, c'est comme s'il faisait plus du spoken word que le maître, comment dire, que le maître des bars, comme ils disent là-bas. Et Kendrick Lamar aussi, il vient de cette forme-là, mais la manière dont sa discographie est incroyable. Il a pour moi une importance non négligeable dans l'histoire du hip-hop. C'est pour ça que moi je le mets 6, parce qu'il fait partie des artistes hip-hop qui m'ont marqué. Tout ce que je peux lui reprocher, c'est un relativement que d'impact dans son époque. C'est-à-dire il a du succès, il est respecté par l'artistry musicale en général, mais il n'a pas il n'a pas un impact sur sa génération et sur les autres générations. Il y a très peu d'artistes qui veulent ressembler à Kendrick Lamar, et c'est le seul hic qui me dérange dans sa carrière. Donc je vois un peu ça, c'est le seul hic qui me dérange dans sa carrière, mais sinon pour moi, légende dont on parlera de longues années. Numéro 5, Scarface. Scarface est c'est un monstre. C'est-à-dire que Scarface, c'est celui qui a fait que le hip-hop du sud des États-Unis soit respecté. Que ce soit avec ses albums solo comme The Diary, Untouchable ou Fix, ou ses albums déjà avec son groupe légendaire de Ghetto Boys, Scarface a fait en sorte qu'on voit les rappeurs du sud de manière lyricale. On voit que tu peux être un rappeur du sud, mais tu es lyrical quand même. Et Scarface, c'est monstrueux. Le son Hands of the Dead Body, qui est dans The Diary, pour moi est l'un des plus grands sons de hip-hop de tous les temps. Si tu me résumais l'essence même du hip-hop, oui, certains diront que c'est Stake Nation, Public Enemy, oui, blablabla, oui, mais pour moi personnellement, donc pour moi c'est le hip-hop, c'est Scarface, End of the Dead Body avec Ice Cube et David Jude. Ça, c'est ça le hip-hop, l'essence même du hip-hop, c'est ça. Tu vois, tu parles des sujets qui fâchent, des sujets qui tu n'as pas peur de mettre ta voix sur ça, de manière lyricale, avec une présence, une voix, un truc. La voix de Scarface commande et truc, elle est importante. Scarface, pour moi, merde, c'est une légende absolue de l'histoire du hip-hop. Et le fait même encore marquant, c'est que c'est quelqu'un à la base qui est un musicien qui vient d'une famille qui pratiquait beaucoup plus le blues. C'est quelqu'un qui est très fan du blues. C'est un guitariste de blues aussi, ça les gens ne le savent pas. C'est quelqu'un à la base qui n'était pas vraiment concentré à faire du hip-hop à la base. Donc c'est ça aussi qui je trouve un peu assez singulier sur le truc. Mais sinon, pour moi, légende absolue, number 5 quoi. Number 5. Numéro 4, MF Doom, a.k.a. King Ghidorah, a.k.a. tous les surnoms qu'on lui a donnés là. MF Doom, ce Britannique là est une légende. Maintenant son nom est devenu un peu plus... depuis sa mort, depuis 3 ans là, sa mort, alors qu'il était mort je crois qu'il était mort depuis 6 mois, 8 mois, on a annoncé sa mort 8 mois après, bon bref.
Je pense que MF Doom est une légende du hip-hop dont l'histoire même qui est un peu tragique, un peu me parle beaucoup. Déjà, quand tu vois déjà ce qu'il faisait avec son groupe KMD, avec son frère là, il y avait cet album là qu'ils ont sorti. Je sais pas si c'était sorti, je pense que c'était pas sorti, c'est sorti après des années après, parce qu'il y a eu des problèmes de trucs. Black Bastard qui est incroyable. MF Doom, comment il s'est réinventé, comme il a créé, il est devenu le vilain de l'histoire de l'industrie en créant vraiment ce personnage vilain, que ce soit dans ses albums comme Food, que ce soit dans Operation Doomsday, mais surtout la collaboration de malade mental qu'il a fait avec Madlib. Madvillainy est l'un des plus grands albums que cette discipline n'ait jamais donné. Madvillainy est un accordéon. Chaque fois que j'écoute les premières notes d'accordéon, j'ai mes poils qui se hérissent. MF Doom est un lyriciste de malade. C'est-à-dire qu'il faut que tu lises 3 fois, 4 fois pour comprendre le sens de la métaphore qu'il a mis, comment ça prend le contexte vraiment même de l'époque. C'est un mec incommensurable. MF Doom, moi il est 4e dans mon classement. Number 4 quoi. Numéro 3. C'est le numéro 3 pendant de longues années était mon numéro 1. Mais maintenant il est devenu mon numéro 3 pour d'autres raisons. Tech9 est le rappeur avec lequel j'ai eu le plus une émotion, j'ai été connecté émotionnellement. Parce que en écoutant Tech9, en voyant Tech9, je me suis vu en Tech9. Tech9, vraiment. Si je laisse même la barbe un peu comme vous voyez la petite barbichette là, c'est même un peu pour ressembler à ce mec là. Tech9, c'est même pas seulement même en termes de musique ou quelque chose comme ça, mais il est mon modèle de réussite. C'est quelqu'un qui a réussi à créer un empire sans forcément suivre les codes de l'industrie, tout en étant soi-même, parce qu'il est l'une des plus grandes fortunes du hip-hop. Les gens ne le savent pas, parce qu'ils le voient là, weirdo, comme ça, ils ne savent pas trop ce qu'il sait, mais même ceux qui le savent, ils le voient juste comme le gars d'à côté. Non. C'est construit une véritable empire hors des structures mainstream qu'on connaît. Tech9, si tu peux un peu résumer sa musique, c'est quelqu'un qui, déjà avec son flow, qui est comme justement le fusil, là, le Tech9 et tout. Tu peux résumer un peu sa musique, c'est comme si tu prenais un peu le son de Public Enemy avec Beastie Boys, tu le mixais un peu avec Slipknot et System of Down. C'est quelqu'un qui aimait bien combiner ces deux sons et tout en faisant un flow de trucs avec cette imagerie là où il piquait un peu, comme il s'appelle un peu là, on l'appelle souvent de Killer Clown, de clown, de trucs qui étaient très très fortes. Ces 4 albums que j'aime le plus, Everyday the Religion, Angelique, comment il s'appelle encore là, Absolute Power et Killer, puisqu'ils sont pour moi les 4 meilleurs albums qu'il n'ait jamais fait. C'est une longue discographie de 20 parce qu'il n'arrête pas le gars. Tech9 pour moi l'exemple type du gars qui a réussi à créer ses codes sans dépendre d'un système, qui a réussi à créer son empire sans dépendre d'un système, tout en montrant qu'on peut être un noir et être comme ça. C'est pour ça que j'adore Tech9. C'est même pas seulement pour la musique, mais montrer qu'on peut être un noir qui a ses propres codes, qui a ses propres trucs. Et on voit même un peu l'impact maintenant de Tech9. Quand tu vois même, par exemple, je voyais une interview de Playboi Carti, que Playboi Carti, Tech9 est un de ses héros, parce que justement, il a permis à des gars comme Playboi Carti de pouvoir s'exprimer comme lui. XXXTentacion parlait de Tech9 comme un de ses héros aussi musicaux. Je pense aussi à Lil Uzi Vert qui imite maintenant Tech9 avec les carrés là, les pointus là. Tech9 faisait ça dans les années 90 et tout le monde le traitait de fou, de sataniste. Bon bref, ça c'est vraiment mon testament est au tout numéro 3. Il était mon numéro 1 pendant de longues années, mais maintenant je l'ai redescendu au numéro 3 pour d'autres raisons que vous allez voir après là. The GOAT. The GOAT. L'expression GOAT. Greatest of all time. Cette expression-là, je pense que on devrait donner chaque fois, je ne sais pas,
une sorte de pourcentage à chaque fois qu'on est à cette type que vous voyez là. LL Cool J a créé l'expression GOAT. LL Cool J est la première superstar de l'histoire du hip-hop. LL Cool J a amené le hip-hop, qui était un truc qui était dans les bas-fonds à haute et tout, dans le mainstream média. Et il avait que 16 ans, 17 ans quand il le faisait. LL Cool J est la première superstar de l'histoire du hip-hop. LL Cool J est l'idole de 57. Même l'idole de Lil Boosie, qui est aussi l'idole de Tupac d'ailleurs, qui aime aussi Tupac d'ailleurs. Mais il est l'idole de beaucoup de gens. On voit ça nous-mêmes. Vous voyez quoi que 50 Cent quand il faisait les rappeurs qui exposent le sex appeal là. Le sex appeal là, qui montre leur corps. Même Tupac qui l'a fait après là. Bah ils imitaient tous LL Cool J. LL Cool J, c'est le gars qui pouvait montrer qu'on peut être un sex symbole, charmeur comme on est là, et être un rappeur incroyable. Ah, des albums iconiques comme Radio, comme Bigger and Differ, comme Mama Say Knock You Out, comme Walking the Panther. Tous ces albums géniaux qu'il a fait. Et en plus encore en se diversifiant en tant qu'acteur. LL Cool J, pour moi, c'est le hip-hop. LL Cool J, c'est la superstar du hip-hop. Mama Say Knock You Out est un son iconique. L'album là est un album iconique. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce mec, LL Cool J, a sorti la première balade de l'histoire du hip-hop, balade romantique. Avant, les artistes de hip-hop ne faisaient jamais des sons romantiques comme ça. Il a fait un son comme I Need Love, qui est là pour moi la plus, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est la plus grande balade romantique jamais faite. C'est pas Bonnie and Clyde de l'autre con là, ou je ne sais pas quel featuring que Didi veut nous inventer là. Non, non, la balade magnifique de l'histoire du hip-hop qui n'a jamais été fait, c'est LL Cool J. LL Cool J est pour moi j'aurais pu mettre le GOAT ultime, hein, mais comme il y a maintenant un autre gars que je vais mettre un peu numéro 1 maintenant dans mon classement, mais Cool J, non, il a marqué. Pour moi, le hip-hop porte son empreinte partout, 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 partout. Il est vraiment l'une des plus grandes légendes de ce truc. Même peut-être, si certains me disent qu'il est même le GOAT, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas du tout que quelqu'un le mette numéro 1 et tout, parce que pour moi, il a vraiment sorti le hip-hop d'un truc des bas-fonds, vraiment le mettre dans les gros médias, quoi. Donc, il n'y a rien à dire que c'est juste une légende absolue qui a mon admiration absolue. Et en plus, même un peu, j'ai l'impression que c'est un chouette mec. Le seul truc que je pourrais peut-être le reprocher, c'est un peu son comportement qu'il a eu avec Cannibus. Cannibus, un peu pour ceux qui ne le connaissent pas qui c'est, Cannibus dans les années 90 était considéré un peu comme un prodige du hip-hop. Et il a eu un bif un peu avec lui pour un son. Bon, c'est un peu compliqué d'expliquer un peu ça par rapport aux gens qui ne connaissent pas le hip-hop, mais si vous êtes trop curieux, un peu tapez LL Cool J Cannibus, un peu vous pourrez voir. Mais à part le truc, le comportement qu'il a eu un peu avec Cannibus, il n'y a rien que je peux reprocher à LL Cool J. Je pense que humainement, c'est quelqu'un de très bien. Je pense aussi que artistiquement, c'est quelqu'un de bien. J'adore comment il est en train de défendre même pour les 50 ans du hip-hop, là, pendant que l'autre con là est en train de nous faire des musées juste à son nom. Et on le voit même pas parmi les, il ne participe même pas au truc des hip-hop 50s là. Il y passe partout pour faire vraiment mettre hip-hop 50s en remettant justement les vieux rappeurs qui ont été des pionniers comme Melly Mel, comme tous ces gars là. Par exemple, une des trucs que j'aime beaucoup qu'il fait maintenant depuis quelques années, c'est Rock the Bells, qui vient d'un titre de morceau de truc, un festival où il ramène vraiment des rappeurs vraiment qui étaient à la fin des années 80, 90, et il les fait tourner dans ce festival-là. C'est une des plus grandes fortunes de l'histoire du hip-hop, puisque ça compte pour certains gens qui aiment regarder seulement les délits d'argent. Qu'est-ce que tu t'es fait? Il n'a rien à envier à certaines des plus grandes fortunes. Il est l'une des plus grandes fortunes de l'histoire du hip-hop, puisque ça compte pour certains gens. Il est l'une des plus grandes fortunes de l'histoire du hip-hop. Et pour la gouverne un peu, Def Jam, c'est LL Cool J. Def Jam, c'est Rick Rubin, Russell Simons, Run DMC, Beastie Boys et LL Cool J. C'est pas Jay-Z. L'opposition de président que Jay-Z a eu là en 2006 là. À la base, on voulait la donner à LL Cool J.
Parce qu'on a dit, ah, tu fais partie des fondations de ce label-là, c'est toi qui as amené le label-là. On veut te donner une position en tant que président pour te remercier un peu par rapport à ce que tu as fait. Le gars a dit non, que je n'ai pas le temps pour ça. Je préfère être artiste dans le label et après travailler tranquillement dans l'industrie cinématographique comme il est acteur aussi. C'est ça qu'il a fait. Donc la position que Jay-Z nous fatigue tout le temps en disant il était président de Def Jam là, à la base c'est LL Cool J qui devait avoir ça. Et LL Cool J l'a refusé. Donc Coco ramène-la moins quoi. T'es pas tout, tu ne fais pas, tu as écrit une empreinte de Def Jam, mais tu fais pas partie des fondations de Def Jam. Les fondations de Def Jam c'est LL Cool J, Beastie Boys, Run DMC, Rick Rubin et Russell Simmons. Elle écoute, Jay-Z ne fait absolument pas partie des fondations de Def Jam. Et je sais même pas de quelle fondation il fait partie même d'ailleurs. Oui, Rockefeller, voilà. Ça c'est pour lui. Mais le reste là, parce que souvent on dit ouais, Jay-Z a été président de Def Jam. Cette position-là, c'est LL Cool J en 99, quand Russell Simon vendait ses parts. Il disait, tu sais, tu peux être président de Def Jam. Je vais vous sortir l'article là, en post-prod là. Tu peux être président de Def Jam. Il a dit non, j'ai pas besoin. J'ai derrière mon truc là-bas, j'ai ma fortune là-bas, j'ai mon festival que je crée, la Rock de Bells. Voilà, j'avance. J'ai pas le truc là-bas. Et il n'a rien à envier à personne. Ça, c'est les gars que je respecte, quoi. Je sais pas, je respecte ces mecs-là. On sent que c'est pas des gars, parce que, comme je dis souvent, c'est des gars que tu sens pas que ils ont des choses à prouver, qu'ils ont des trucs à prouver, qu'ils ont besoin de montrer leur wealth. C'est pas des geekos, comment j'appelle un peu là, comme les nerds comme Drake ou Jay-Z ou P. Diddy, qui sont un peu des nerds qui ont besoin de combler les insécurités là. Elle est Kouji, il est le gars quoi. Il est le gars. Regardez comment tu vois même des. Même si j'étais une femme, j'adorerais un mec comme ça. Non, elle est Kouji, rien à dire quoi, rien à dire. C'est l'une ou la plus grande figure de l'histoire du hip-hop. Il est numéro 2 dans mon classement. Numéro un, il y a 10 ans, je t'aurais pas dit ça. Il y a 5 ans, ouais, je t'aurais pas dit ça. Et bordel que je déteste la banalité dans ma vie. Mais le plus beau personnage de l'histoire du hip-hop, c'est Tupac, quoi. C'est Tupac. Il m'a fallu l'année 2021, 2022 et 2023 pour comprendre ce que vraiment j'étais à côté de la plaque, de ne jamais m'intéresser à lui. Il m'a fallu des années avant de m'intéresser à Tupac, avant de m'intéresser tout le bullshit. Le seul truc que, comme je vous l'avais dit dans mon sujet, c'est l'acteur qui m'impressionnait. Quand je suis allé en profondeur sur qui il est, bon, on peut pas savoir totalement qui on est, même si on regarde énormément d'articles, même si on écoute 1000 interviews et 1000 interviews des gens qui l'ont côtoyé, on peut pas vraiment connaître quelqu'un par rapport aux gens qui l'ont côtoyé au jour le jour, tu vois un peu. Mais ce qui est fascinant avec cette personne-là, c'est que tu vois 20 gars qui ont raconté Tupac, ils ont 20 histoires différentes à te raconter Tupac. C'est-à-dire, il y a 20 histoires, 30 histoires que tu peux raconter. Il te raconte. Il te dit, ah, Tupac c'est ça, Tupac c'est ça, Tupac c'est ça. Moi j'ai envie de dire c'est tout ça. C'est un thug, un nerd, un poète, un révolutionnaire, un acteur, une superstar, un sex symbol. Tout ça, il était tout ça. Et quand tu te rends compte qu'il est mort à 25 ans, imaginez un peu vous à 25 ans. Il est mort à 25 ans et regardez tout ce qu'il a réalisé. Il a eu le temps de sortir 5 albums, 2 qui ont été disques d'or, 3 disques de platine. Il a eu le temps de jouer dans 7 films. Il a eu le temps, d'en partir même en prison, de revenir, de ressortir des trucs. Il a eu le temps de voir tout le tout avec toutes les controverses que j'ai eues. Tout en étant un activiste. C'est le Malcolm X des années 90, ce mec-là. Il était véritablement un activiste. Et pas un activiste seulement dans la parole, dans l'acte. Le nombre, je vais prendre un peu l'exemple d'un truc qui m'a marqué un peu, que j'ai lu un peu. Quand il avait, 16 ans, 17 ans, il y a un de ses voisins qui avait été assassiné par des trucs de gang, ou je sais pas, il a été victime d'une bavure un peu de gang ou quelque chose comme ça, je crois. Si je me rappelle bien, je fais un peu en tête le truc.
Et il s'est levé, quand il y a le truc, la maman ne pouvait pas payer les funérailles. La maman, justement, de cet enfant-là ne pouvait pas payer les funérailles. Il s'est levé et il a commencé à essayer de demander à faire une collecte de dons pour pouvoir financer les funérailles de son ami voisin. Il s'est levé là, on parle d'un gamin de 15-16 ans qui fait ça. Je vais prendre encore un autre exemple encore, qui m'a marqué. Ça, on voit même ça dans le documentaire. Les policiers qui étaient... il y avait un jour, il y avait des policiers qui étaient en train d'agresser un jeune noir, là. C'était deux policiers blancs qui étaient en train d'agresser un jeune noir. On ne savait même pas pourquoi il agressait le mec. Il les demandait à ce que l'on arrête la voiture. Il était avec ses amis. Arrêter la voiture. Il est sorti. Il a demandé... il a dit, mais qu'est-ce que vous faites à ce gars-là, les autres et tout. Le policier, là, menacé avec une flingue. Il est rentré dans la voiture. Il a sorti son flingue. Il a commencé à tirer sur les mecs. Il a sauvé même peut-être la vie de ce gamin-là. Et c'est là où il a eu, justement, je pense que ses problèmes judiciaires et ses problèmes avec la police ont commencé là. Avec ce truc-là. Quand il a commencé et autres et tout. Parce que la police, c'est une mafia. On vous dit, la police, c'est une mafia. Quand tu attaques un des gars là, c'est que tu as attaqué tout le monde. Je crois que c'est à partir de là que ces problèmes judiciaires ont commencé. Et il a eu le culot, c'était un homme brave. Brave. Brave, je comprends pourquoi Jada Pinkett est folle amoureuse de lui. Oui, il est terne. Will Smith est terne devant un mec comme ça. Je suis désolé. Moi, je me sens petit devant un gars comme ça. Et il a fait ça tout ça à l'âge de 25 ans. Tout ça à 25 ans. Avant 25 ans, il avait déjà tout fait ça. Et à la fin de sa vie, il commençait à smart up de manière dans le business parce qu'il voulait déjà, avec son label un peu Machiavelli Records, qu'il voulait déjà mettre, il voulait déjà commencer à mettre, à construire, comment dire, un peu à faire une production de films. Production de documentaires, il était déjà un peu, puisque bon, il sortait avec la fille de Quincy Jones, la Kidada Jones, et à un moment donné, il était un peu mentorisé par Quincy Jones à un moment donné. C'est-à-dire que Quincy Jones lui expliquait, Quincy Jones même a permis à ce que Tupac revienne dans le monde du cinéma, parce que les films Gang Related ou et Grind Lock, je pense un des deux films là, étaient produits par Quincy Jones. C'est comme ça qu'il a retrouvé des rôles au cinéma, parce que pendant longtemps aussi, après justement tous les situations qu'il a eu, je pense à la situation de ce truc de viol qu'on l'avait accusé alors qu'il n'était pas le truc, je pense à tous ces trucs là qui l'ont amené en prison là. Quincy Jones a permis à ce que le remettre dans le cinéma et il commençait à smart up. Il commençait à smart up de manière business. Il avait juste 25 ans. Parce qu'on dit oui, il est mort avec 100 millions de dollars, mais il avait que 25 ans encore. Il avait le temps encore de... Pense à toi à 25 ans. Tu vois, même moi, j'ai 34 ans là maintenant, je n'ai pas... j'ai pas accompli le 1/100 de ce que ce mec a fait. C'est absurde. Je n'ai même pas encore parlé de musique. Hein. Je n'ai même pas encore parlé de musique. Je n'ai même pas encore parlé de Tupacalypse Now. Je n'ai même pas encore parlé de Me Against the World. Je te parle juste de l'individu qu'il était. C'est un individu haut en couleur. Il est haut en couleur. C'est un personnage de cinéma. On n'a pas besoin de faire une autobiographie sur Tupac. Sa vie est déjà un film. On n'en a pas besoin de faire un film. Sa vie est déjà un fucking film. S'il était un personnage de cinéma, il serait, je suis désolé, il serait Steve McQueen dans The Great Escape, où il serait le personnage de Terry Malloy, là, joué par Marlon Brando, là, comment ça s'appelle encore le beau film, là, Sur les quais, il serait ce personnage-là. Il est exactement comme ces gars-là, comme ces personnages-là. Là, du panache, là, du... C'est one of a kind. Je comprends pourquoi il a autant d'impact, je comprends pourquoi il magnétisait les gens comme ça. Il n'était pas parfait, hein. Il était un peu Gemini. Il avait comment dire, il avait il avait plusieurs personnalités. Il avait ses démons comme tout individu. Il était humain comme nous tous. Mais quel homme. Je suis désolé, hein, je veux pas repeindre les trucs, mais c'est absurde un gars comme ça. C'est le personnage le plus fascinant de l'histoire du hip-hop.
Il n'y a pas deux gars comme lui. On parlera de ce mec-là, il est au hip-hop, ce que Bob Marley est au reggae, et ce que Elvis ou Marlon Brando a été pour le cinéma. Je suis désolé, l'impact est trop grand. Tu t'imagines un peu, on est encore en 2023, tu vois encore des gens te parler de Tupac. La vie de Tupac est encore fascinante en 2023. On est en train de résoudre son meurtre. Mais non, en 2023. En 2023, le nom de Tupac, quand on parle de Will Smith et Jada Pinkett, le nom de Tupac ressort encore. 25 ans après sa mort. Je ne sais pas, vous vous rendez compte, le mec est mort en 1996. Il avait 25 ans. 25 ans après sa mort, on parle encore de lui. 25 ans après sa mort, tu vois encore des anecdotes sur des enfants soldats qui écoutent du Soudan, qui écoutent sa musique pour se donner la force d'aller au combat. Ça, c'est quel impact ça? C'est pas un musée qui va te donner ce type d'impact. Je suis désolé. Désolé, ça c'est l'immortalité, ça. L'autre peut construire des musées comme il veut. Tu ne peux pas lutter contre ça. Tu peux mettre 10 milliards, 20 milliards, tu ne peux pas lutter contre ça. Tu ne peux pas lutter contre ça. Tu ne peux pas lutter contre un truc comme ça. Qui, dans l'histoire du hip-hop, a un impact comme ça? Je vous dis, je ne parle même pas de musique. J'ai même pas envie de parler de ces albums, de ces musiques, de ces trucs et tout. Parce qu'au final, même, c'est même banal d'en parler. Tupac, je ne vais pas le résumer en 5 albums. On va dire, ouais, Tupac Calypso, non, il y avait ça. Tes albums sont géniaux. Allez les écouter, c'est tout. Je ne peux pas vous dire plus. Mais c'est juste qu'on prend conscience de ce personnage-là. Mais j'étais un idiot de ne pas écouter ce mec-là. Pendant longtemps, j'ai pas écouté Tupac à cause d'une posture de j'aime pas suivre ce que les gens disent, j'aime pas que les gens... Mais non, mais j'étais débile. Tupac, j'ai perdu du temps pour rien. J'ai découvert un gars. J'ai découvert un homme XXL. XXL. Ça, c'est quel genre d'impact qu'on a, ça? Ça, c'est... Mais les choses que je cherche dans la vie, c'est des conneries comme ça. Je veux vous dire un truc, hein, je vais être un peu sincère, un peu. Hein. Si je fais tout ce que je fais, hein, c'est pour avoir des bullshit comme ça, là. C'est même pas... je suis pas... Je dis pas que l'argent, c'est mauvais ou quelque chose. J'ai l'argent, je veux. Hein, mais l'argent, je la mettrais pour avoir ça. L'argent, je la mettrais pour ça. Je la mettrais pas pour juste vous voyez, je vous ai filmé, je suis à Dubaï ou je suis à... J'en ai rien à foutre de ça, c'est des futilités. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est des futilités à mes yeux. C'est des futilités, ça impressionne seulement des esprits impressionnables. Mais si ce que je cherche, c'est des conneries, c'est des conneries de Kobe Bryant, là. Par exemple, Kobe Bryant aussi, c'était quelqu'un qui avait un mindset un peu comme ça, pour sortir un peu du cadre de trucs, parce que moi j'aime faire comme si on est dans une conversation. Kobe Bryant, il avait un peu ce truc-là, c'est ça qui me marque avec Kobe un peu. Quand le gars, il y avait cette interview quand il est mort, là, que Tracy McGrady avait sorti là, où le jour de sa mort, il disait que mais Kobe, il imaginait, quand il faisait le basket avec lui, quand ils s'entraînaient et tout, comme ils étaient très amis quand ils étaient jeunes, quand ils avaient 17-18 ans, ils étaient très amis. Il disait, Kobe dans les entraînements, souvent, il disait, moi, je veux jouer au basket, devenir meilleur que Michael Jordan, et après, je meurs. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du truc. Il a 17 ans, 16 ans quand il balance des conneries comme ça. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont obsédés par la postérité. Obsédé, Tupac c'est pareil, obsédé par la postérité. C'est pour ça que même si tu vois, mais c'est pour ça même qu'il est mort tôt, parce que tu le voyais tout le temps, tu écoutes ses sons. If I die tonight, death around the corner, le mec carrément, mais rappelez-vous, quand il sort, quand il meurt, une semaine après, Ayn Macha sort. Le gars, il avait déjà prévu ça, il a 17 ans, dans son interview à 17 ans, il dit j'aimerais qu'on écrive un livre sur ma fille, élevée par les Black Panthers et puis assassinée. Le gars, il cherchait ce qu'il a là, la postérité. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est des conneries comme ça que je cherche. Tout ce que je fais, dans tous les domaines que je fais, c'est pour que demain, quand je meurs, on me dit mais Jean-Jacques, il était ça. Jean-Jacques, il avait ses passions sur ça. Jean-Jacques, il était truc. Jean-Jacques, on raconte des histoires. Ça va au-delà de ça. C'est une petite image. Bon, à mon niveau, hein, je ne dis pas que je raconte des trucs, mais à mon niveau, hein, c'est des conneries que ça que je cherche. Tout ce que je fais, c'est pour ça. Tupac, il a eu ça à 25 ans.
accomplissant des choses que tu te disais, mais quelle énergie. Et il a eu le temps encore. C'est-à-dire que le mec, il avait une éthique de travail tellement forte que le mec, il y a eu 6-7 albums posthumes qui sont sortis après sa mort. Parce que l'éthique de travail était telle que le gars, il avait même encore prévu pour avoir, même s'il meurt demain, même s'il part en prison demain, il avait 7 albums. Son éthique, c'est-à-dire il se levait, il était en train de bosser. Il se levait, il était déjà en train d'écrire. Il se levait, il faisait 4 sons par jour. Quand les gens me disent souvent, je vais vous montrer un peu une anecdote, un peu comment le mindset du gars, là, même moi-même marqué. Quand je fais ma page, tout là, on me dit tous les jours, je suis en train il y a des gars qui m'envoient un DM, ils disent, mais toi, tu es là, tu envoies des vidéos tous les jours. Mais depuis que j'ai j'ai étudié la vie de Tupac, j'ai dit, mais je vais faire la même chose. Car demain n'est pas promis. Il y a des choses que j'ai à dire sur la musique, il y a des choses que j'ai à dire sur le truc. J'ai envie que le monde sache, que le petit monde qui me suit sache ce que je pense par rapport à ça. Je veux pas juste être défini comme le gars que vous voyez que, ah ouais, il était un danseur. Non, j'ai bien plus que ça. J'ai largement bien plus que ça. Donc moi, je me suis dans le mindset, oui, quand je suis souvent même le soir dans la chambre, je dis, mais Tupac, il serait là en train d'écrire un truc et sortir, s'il avait la possibilité d'avoir Internet, il serait déjà en train de faire le truc. Je dis, je me lève directement, je dis, je vais faire une vidéo. C'est la mentalité de Tupac qui m'a affecté. Elle m'a affecté. Elle est infectieuse, son énergie est infectieuse, tu la sens. Et quand je vois l'autre imbécile de Jay-Z me balancer, personne ne peut me battre en battle dans les versus. Je meurs de rire. Tout le monde t'a battu. Tout le monde t'a battu. Nas t'a fessé avec Hitler. Tu t'es fait violer par Eminem sur Renegade. Tupac t'a insulté à sa mort sur Machiavelli en disant fuck Jay-Z. T'as dénigré là-bas. L'album est sorti à sa mort, c'est là on a entendu ça. DMX, vous avez fait un freestyle ou dans ta propre tournée de Hornac Life. Le clou du show, c'était DMX. Quand DMX est passé, on t'a oublié. Tu l'as avoué sur le truc de shop. About to go on, and I'm like, I want to see. I got like X is before you. X is going before Yep. me. The lights are up. He's in the hallway. It goes doom doom. Yeah, I just got the chill. And now the arena's shaking. And I'm like, this is cool. And then it goes doom doom. And then he goes, and the fucking arena goes crazy. First of all, it's deafening, and I'm like, oh shit. He's running back and forth. He has a thing like a Alizé and Hennessy mixed. It looks like blood. It's like he's drinking blood, right? And he's running back and forth. 1, 2, 1, 2. Here we go. And going halfway through the show, then he takes his shirt off. Now All he the go girls are crazy screaming, again. And the dog chain. Yeah, the on dog chain is tripping and he's going nuts, right? And I'm like, shit. This is halfway through. Now first the guys are going crazy. Now the girls are going crazy. And then he gets to the end and he starts a prayer. Oh my God. And now they're crying. Yeah. The whole arena is crying. They're crying tears. And I'm like, they're like, hey, now you go. And I had Hard Knock Life on, so it was like, it's a Hard Knock Life. Vous avez fait un freestyle à deux là où tout il t'a brûlé. Mec, le seul truc que tu as peut-être fait que de l'appel, comment on appelle le combat que tu as peut-être gagné, c'est peut-être qu'on te prodiguait avec Mobb Deep quand tu t'étais moqué de lui en montrant qu'il était danseur de claquettes à Summer Jam, quand il était danseur de claquettes quand il était petit. À part ça, peut-être, oui, je peux te donner cette victoire là, mais tous les gens t'ont battu. Tu peux raconter tes conneries à tes nouveaux potes là, Alan Cumming ou Jim Jarmusch, les bullshit que tu écoutes, mais les gars qui suivent le hip-hop, gars, mon frère, on connaît l'histoire, gars. Tu vas pas réécrire l'histoire. Réécris l'histoire au Alan Cumming ou Jim Jarmusch. Ah oui, tu peux les réécrire l'histoire là. Va aller réécrire l'histoire là-bas. Va aller réécrire l'histoire comme tu veux. Eh bon, je ne dénigre pas Jim Jarmusch. Hein. Je suis un fan absolu du cinéma de Jim Jarmusch. Hein. Dambalo, le truc avec tous les films qu'il a sortis, la Ghost Dog, Dambalo, Deadman, Nine on Earth, oui, Jim Jarmusch, j'adore le cinéma de Jim Jarmusch. Et je veux pas dénigrer le gars, mais bon, ceux qui comprennent ce que je veux dire, ce que je veux dire en fait, c'est qu'il est là maintenant, il a
de son statut de milliardaire rappeur, il essaye un peu de jouer avec ce public de blancs là qui ne comprennent pas vraiment le hip-hop, de se placer un peu comme le gars ultimate un peu du hip-hop, un peu ce que Burna Boy un peu fait un peu avec l'afrobeat là, où il essaie de dénigrer les autres gars d'afrobeat et il se montre avec les blancs qui écoutent l'afrobeat comme le gars ultime. C'est un peu cette stratégie qu'il fait là, il dit la même chose. Va rapper pour Alan Cumming, va rapper pour Jim Jarmusch quoi. Ne viens pas nous expliquer que ceci cela quoi. Tout le monde t'a battu. Tout le monde t'a battu dans un versus là. Tu fais un versus avec Nas, il te met Armé Jolo, qui te met Hitter et ah bon, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Tout le monde te bat. Tout le monde te bat. Même 50 te bat. Tout le monde te bat. Tu n'es pas un gars qui est fait pour les versus. Tu n'as pas cette personnalité-là. Tu n'as pas cette personnalité. Tu es trop serpent pour ça. Non, arrêtez. Qu'il arrête. Non, bon, bref, Tupac, c'est un monument. C'est vraiment un monument. C'est un personnage, truc, à 5 albums, Tupacalypse Now, Tupacalypse Now, Strictly for My Niggas, Thug Life, Yeah Against the World et, comment il s'appelle encore? All Eyes on Me, qu'est-ce, Paradox, non, c'est 6 albums, All Eyes on Me et, Don't Kill Illuminati, The Seven Theory, tous ces albums-là, ça pue la passion, ça pue la rage, ça pue le truc. All Eyes on Me est un peu l'album que j'aime le moins, parce que c'est un peu plus commercial, mais même, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup All Eyes on Me. Je pense que ce double album-là, c'est le double album de hip-hop le plus intense que tu vas écouter. Rien que les notes de Ambition as a Rider, dès que tu entends ça, mon Dieu, mais Ambition is a Rider, mais enfin, dès que tu entends les premières notes, là, pam, 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 non, Tupac, c'est un beau personnage, hein. Et c'est aussi le côté multifacette qu'il avait qui me plaît, le fait que quand tu sais que quand il était jeune, il aimait les musiques de Prince, il aimait les musiques de Everything But a Girl, il aimait les musiques de Sidney O'Connor, il avait un goût avec les Don McLean. C'est ce côté versatile là. C'est pour ça que même je pense que il était si womanizer, parce que imagine un peu une nana quand elle voit un gars comme ça là, il dit ouais, il fait Thug Life et autres et tout. Après quand il va discuter, il vient là, il discute de Shakespeare, il discute de Don McLean, mais j'imagine un peu, mais c'est pour ça que moi je comprends Jada Pinkett, je peux même pas l'en vouloir, hein, mon frère. Même ma copine, hein, si elle avait un ex comme Tupac, hein, je me casserais même pas la tête à... Si j'avais une femme que je draguerais et je sais que son ex était un ex-copain, c'est Tupac, je me casse même pas la tête, hein. Je fais pas comme le con de Will Smith là, à forcer pour avoir une femme comme Jada Pinkett et tout, en me disant que bon... les accomplissements que je vais avoir, tu peux pas lutter contre un gars comme ça. Tu peux pas lutter. Aucun accomplissement ne peut lutter. Il est trop intense. Il est intense. C'est un homme intense. Pas pour rien qu'il est mort si jeune. Il était intense. Il a trop d'énergie, trop de trucs. Il amène tout le monde. Il entre dans une pièce, tout le monde se tourne. C'est un homme... C'est un homme XXL, hein. C'est un homme fabuleux, quoi. Moi, je t'ai dit, je n'ai même pas le temps de parler. J'ai pas envie de parler d'album avec lui. J'ai pas envie de parler de musique avec lui. Le personnage est déjà assez fascinant comme ça. J'ai rarement vu dans l'histoire du hip-hop un gars qui m'a. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Comment on peut être aussi intense, aussi passionné, aussi truc? Je suis désolé, c'est un peu, j'ai rarement ce genre de truc là, mais c'est le genre d'individu que j'aurais aimé être dans la vie, hein. J'essaye de prendre un peu ce courage là que ce gars là avait. Je viens me lever même le matin, je regarde, Tupac il aurait fait ça. Tupac il aurait fait ça. Maintenant c'est devenu mon Tupac il aurait tenté de faire ça. Tupac il n'aurait pas cassé la tête. Imagine un peu Tupac avec Internet aujourd'hui. Et les gars sortiraient, je crois, un album chaque semaine. Il fait un album, il dit oui, l'album sort vendredi. Bah, il sort. Il me demande à personne. Il serait là en train de sortir là, les albums tous les jours. Non, c'est l'un des plus beaux personnages de l'histoire de cette musique là. Et c'est le GOAT. C'est le gars. Il n'était pas un lyrical monster, mais c'est un... Quand il te dit fuck, tu sens fuck. Quand il te dit I love you, tu sens I love you. Quand il te dit I cry, tu sens qu'il te dit I cry. Tu ressens ça. Tupac est le premier rappeur, quand j'écoutais un album, je pleurais.
J'ai jamais eu ça. Même avec Tech 9, j'ai jamais eu ça. C'est le premier rappeur que j'écoutais un album là. C'était, je parle d'il y a 3 ans. Hein. J'écoutais Me Against the World. J'étais en larmes. C'est la première fois que j'ai dit, mais attends, je pleure sur un album de hip-hop. C'est le seul gars qui a la capacité de te faire ça. J'ai remarqué ça, tu vois, même, je vois même, tu vois, le nerd. Un mec qui est capable, tu vois, un Childish Gambino, il te dit, ah, je me vois en Tupac. Pourquoi? Parce qu'il voit le côté nerd de Tupac, le côté versatile que Tupac. Il dit, ah, je me vois un peu en Tupac à un certain degré. Tu vois, un Elite Chopper, il te dit, je me vois en Tupac aussi. C'est-à-dire que tu peux voir tout type d'homme noir qui se sent, qui essaye de d'émuler un peu ce mec-là. Le nerd peut se sentir comme Tupac, le thug peut se sentir comme Tupac. Tu vois Lil Boosie qui te dit dans le son comme Real Nigga. Il arrivait à parler à tous ces gars-là. Il était universel sur tous les hommes noirs. Et universel même sur tous les gens. Même Jussie Smollett. Il a essayé de nous dire qu'il était le gay Tupac. Même Jussie Smollett. Même lui, il nous a dit qu'il était gay Tupac. Car cet impact-là, mon frère, ça ne s'achète pas, mon gars. Ça s'achète pas avec les musées, les gars. Ça, is one of a kind. One of a kind. The greatest of all time. Tupac, c'est... Et tu m'aurais dit, il y a 5 ans, 10 ans, j'aurais pas dit ça. J'aurais absolument pas dit ça. Parce que je m'intéressais pas aux gars comme ça, mais depuis 2 ou 3 ans. Et c'est un homme fabuleux. Maintenant, il y a des mentions honorables qui n'ont pas fait partie du classement mais qu'on peut les mettre aussi facilement. Hein. Je vais dire la grande majorité des membres du Wu-Tang. Si on me dit que Method Man est dans le top 10, si on me dit que Method Man est dans le top 10, ça me dérange pas. Je vais dire, on va parler d'Eminem aussi. Eminem a un énorme impact dans l'histoire du hip-hop, on peut pas lui enlever ça. Même si c'est un gros zozo qui n'est pas forcément respecté par le corps du hip-hop et que, bon, il me dit pas grand-chose, on peut pas quand même ne pas parler de lui. Je veux dire, Drake. Drake a détruit le hip-hop, c'est pas rien. Il est là quand même, on va le mettre un peu, c'est un peu une sorte de syndrome qui a détruit le hip-hop, donc on peut pas négliger quand même. Il a changé tout le spectrum de comment le hip-hop est maintenant. On peut pas ne pas citer son nom. Je vais citer aussi des Talib Kweli, je vais citer des Mos Def, je vais citer des Pharoah Eman, je vais citer KRS-One, je vais citer Slick Rick, je vais citer Rakim, je vais citer Kool Herc, je vais citer Grandmaster Flash, je vais citer Chuck D, je vais citer Ice Cube, je vais citer pour même les femmes, Missy Elliott, je vais citer encore comment elle s'appelle encore là, MC Light. On va citer aussi ces femmes-là, Lil Kim, Foxy Brown, Nicki Minaj aussi, on va pas la mener. Moi aussi, il y a une autre encore que j'ai bien envie de citer, mais ça c'est personnel. Rhapsody et Dessa. Je pense que c'est les deux rappeuses de ces 15 dernières années qui ont sorti des projets les plus intéressants. Rhapsody, je pense que elle est un peu à une époque ou qui ne la convient pas, alors qu'elle a eu des albums incroyables. Je parle à Jamla, Ice Squad, je parle à de Heidi is Beautiful. Rhapsody, on va la citer aussi. Qui je peux encore citer parce qu'il y en a tellement plein. Là, je crois que j'ai déjà cité Slick Rick. André 3000, qu'est-ce que je raconte? André 3000 et Big Boy de Outkast, oui, bien sûr. Bien sûr, André 3000 aurait même pu faire partie de mon top 10 aussi. J'aurais même pu le mettre dans mon top 3, André 3000. André 3000 est incroyable. Big Boy aussi incroyable. On parle souvent beaucoup d'André 3000 parce qu'André 3000 a une personnalité, comment on appelle ça, une image très forte, mais Big Boy aussi, un incroyable lyriciste aussi, et Outkast a une discographie parfaite. Je peux citer qui? Je pense que j'ai cité Pharoah Eman, j'ai cité qui? Rakim, est-ce que j'ai cité Rakim? Je pense que j'ai cité Rakim, oui. Que ça soit les albums avec Eric B et Rakim, que ça soit son album solo là, de la 18e lettre. Ah oui, 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 il y a beaucoup à dire. Donc, il y en a tellement qu'on ne peut pas, que je pouvais pas mettre, mais j'ai mis les 10 qui m'ont marqué personnellement et les 10 que j'ai réussi le plus souvent. Donc voilà, c'est un peu ma réflexion un peu sur
Mon top 10 des artistes hip-hop US les plus suivis. Ah oui, je vais citer quand même Lil Wayne aussi. On va mettre Lil Wayne. La longévité de Lil Wayne est quand même à parler. J'ai failli oublier, mais il faut quand même citer Lil Wayne. Sa longévité n'est pas à cracher dessus et surtout aussi, même si, bon, après, il a commencé à faire un peu de la merde, là. Lil Wayne a un album comme Dakar de Tout qui est important dans l'histoire du hip-hop. Ça, cet album-là, pas important dans l'histoire du hip-hop, mais qui est son meilleur album et qui, je pense que s'il avait concrétisé ça avec une autre vision dans Dakar de Truc qu'il avait prévu à la base, parce que Dakar de Truc qu'on a suivi c'était pas l'album qu'on devait suivre, c'était un autre album, mais il avait été leaké en décembre 2007. Il avait été leaké en décembre 2007, ce qu'il a dû changer complètement sa vision de l'album. Non, mais Lil Wayne peut le mettre aussi. Pusha T et Malice de Clips, on peut les mettre aussi. Ils sont importants aussi dans l'histoire du hip-hop, ces gars-là. Surtout dans les années 2000. Bon, bref, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein que j'aurais pu citer. Mais voilà, c'est des trucs là-bas dont... Bon, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.